Sur Terre, il y a différents types de personnes. Il y a les personnes qui sont complètement désintéressées, qui n'ont aucune passion, et il y a certaines personnes qui ont des passions. Et parmi ces personnes qui ont des passions, il peut y avoir des gens qui sont fans de anime et de manga. Je m'inclus dans cette catégorie, je pense que les personnes qui regardent cette vidéo s'incluent également dans cette catégorie. Maintenant, il y a 3 nouvelles catégories qui existent parmi les mangas. Les shonen, les seinen et les shoujo. Et à peu près les josei, qui sont une sous-catégorie du shoujo en vérité. Maintenant, il y a 2 différents types de personnes. Les personnes qui consomment assez casually les animés et les mangas, c'est un peu les personnes qui sont fans des shonen en général. Et puis, il y a ce qu'on appelle les fans de shoujo, qui en général sont obligés de faire un full commitment envers le shoujo et de faire partie de ce qu'on appelle la communauté shoujo. Et aujourd'hui, cette vidéo, elle va un peu revenir justement sur un événement qui est apparu en 2022, j'ai nommé Libérer le shoujo, et qui a été créé par @junotsuno/shifusupremacy/moi. Bienvenue dans cette vidéo. Peut-être que vous avez cliqué sur cette vidéo complètement par hasard et vous avez dit « Oh, Libérer Shoujo, de quoi ça parle? Oh, Libérer Shoujo, j'ai déjà entendu parler de ça. » Sachez que moi, c'est ma première vidéo YouTube et j'ai décidé que justement, ma première vidéo YouTube soit dédiée à une cause importante avant que je bullshit sur toutes mes passions et toutes mes hyperfixations qui existent. Beaucoup de gens, finalement, maintenant, connaissent le shoujo et peut-être sont même devenus fans de shoujo, mais n'étaient pas là pendant Libérer Shoujo. Et Libérer Shoujo, c'était vraiment une era you had to be there. Alors déjà, qu'est-ce que Libérer Shoujo et comment est arrivé Libérer les Shoujo? Il faut remettre le contexte. On est en 2022. À l'époque, et je parle d'à l'époque comme si ça remontait à 10 ans, mais sincèrement, toute la dizaine d'années, en fait de 2010 jusqu'à 2021, être fan de shoujo, c'était cardio. Parce qu'en fait, tu étais fan d'une cible éditoriale, d'un type de manga qui était complètement mis de côté par les professionnels du manga, c'est-à-dire les maisons d'édition, mais également et surtout les librairies. 2022, on était vraiment au prime de la lousance du shoujo, c'est-à-dire que tout ce qui finissait édité en France, c'était que du school life. Et je n'ai absolument rien contre le school life, mais le shoujo, c'est une catégorie de manga qui regroupe tous les mangas qui sont écrits et destinés pour un public féminin. Et ce qu'on peut penser comme étant dédié pour un public féminin, ce ne se résume pas évidemment à de la romance, et encore moins à de la romance lycéenne. Donc le fait que, si vous voulez, le shoujo se soit limité exclusivement à de la romance school life, ça a poussé justement à ce que le shoujo soit autant mis de côté par le lectorat et par les professionnels. C'était une sorte de cercle vicieux où au final, il n'y avait rien qui était fait pour que le shoujo soit mis en valeur. Parce que comment tu veux que le shoujo puisse progresser et faire d'énormes ventes si tu te restreins à un certain type de lecteur, un certain type de public et un certain genre? Forcément, ça va toujours être les mêmes personnes qui vont acheter du shoujo school life en fait. Mais surtout, ce qu'il y a en 2022 et dans les années 2020 finalement, c'est le post-Covid. Et qu'est-ce qui s'est passé après le post-Covid? Il y a eu le boom du manga. Et du coup, à cette époque-là, on était au prime du capitalisme des maisons d'édition par rapport au manga. C'est-à-dire que a commencé à naître les éditions collector, les éditions limitées, des goodies, des offres, des machins, bref, il y avait plein de trucs parce que finalement les maisons d'édition avaient le budget pour apporter une plus-value à chaque édition de manga. Cependant, moi, je commençais petit à petit à faire mes pas dans la communauté manga et je commençais moi à être vraiment happée par les shoujo. Voilà, les shonen, j'en avais consommé quelques-uns, mais moi en vrai, mon genre, et je parle pas de cible éditoriale, je parle de genre, de prédilection, ça a toujours été la romance. Je suis une romance girly, je suis une hopeless romantique, j'ai toujours aimé la romance et notamment dans tous les shonen que moi je kiffe, en fait, il faut forcément qu'il y ait de la romance, sinon je n'aime pas. Et puis c'est comme ça qu'un jour j'ai découvert les animés shoujo, sans vraiment le savoir parce que c'est pas que je sais pas c'était quoi un shoujo, mais j'ai découvert des Fruits Basket, Divine Nanami, My Little Monster, Yona. Mais j'étais gay. Je suis une histoire avec une protagoniste féminine, donc ça y est, j'ai plus besoin de me taper le lifestyle d'un homme auquel je ne relate pas du tout. Et en plus de ça, ces petites dames, elles font leur petite vie et il y a des petites romances tout le temps. Mais attendez, mais c'est génial! C'est comme ça que je suis devenue fan de plein de shoujo et notamment Yona, pour encore une fois ceux qui savent ça. Et du coup, je suis là, je suis très innocente et tout. Je me dis, oh my god, mais il faudrait créer des collecteurs pour des shoujo du coup. Vu que maintenant les Blue Lock, les Blue Period, les One Piece, tout ça c'est des collecteurs, mais c'est génial. Mais du coup on peut en avoir aussi. Là je me suis rendu compte qu'en fait je mettais les pas dans un écosystème où le shoujo n'avait pas sa place dans les conversations d'avoir des goodies en fait. En fait déjà on t'offre l'honneur de t'éditer un shoujo, hein, voilà, tiens, un énième shoujo school life que tu n'as absolument pas demandé. Pas non plus de faire une édition collector, faut quand même doser, on n'a pas d'argent en fait. Le shoujo ça vend pas. Et du coup c'est comme ça que je découvre cette espèce de narratif et je suis un peu surprise parce que excusez-moi, mais Blue Period, à l'époque ça avait genre 6 ou 8 tomes.
comment ça fait le 3e collector que vous nous faites au bout du 6e tome pour Blue Period, mais Yona, 20 ans dans la ME, vous avez fait absolument aucun avantage marketing, aucune édition limitée, alors que, je veux dire, vous avez Yona, enfin le monument en fait. Et je regarde en fait ce qui se passe dans les autres pays, parce qu'en fait, je me dis, ça se trouve, en fait, genre, it's not a thing. Genre, ça se trouve, Yona, il n'y a pas de goodies qui existent en fait, genre, c'est que pour les shonen. C'est là où je regarde nos voisins espagnols, allemands, italiens, anglais. Eux, ils ont des artbooks, ils ont des fanbooks, ils ont des acryliques, ils ont des porte-clés, ils ont tout en fait. Et je suis en mode, mais attendez. Comment ça se fait qu'à 3 km, genre à 40 km de la frontière là, eux, ils ont des éditions de malade mental pour Yona. Nous, la France, le soi-disant pays le plus vendeur et consommateur de manga après le Japon, vous allez me dire qu'on ne fait pas plus de taille que l'Espagne et l'Italie là. C'est là où je gamberge. Et je me dis, mais déjà, premièrement, c'est sûr qu'il y a forcément un lectorat pour Yona, parce que pourquoi il y a des collecteurs partout, Allemagne, Espagne, Italie, partout, sauf en France. C'est pas possible. Il y a forcément un truc qui cloche. Parce que si ça vend là-bas et qu'admettons ici ça ne vend pas, mais c'est pas le problème, c'est pas que le shoujo ne vend pas. Le problème, c'est que le shoujo en France ne vend pas. Donc maintenant, il faut revoir le marketing français. Parce que, encore une fois, genre, je veux bien accepter l'argument comme quoi le shoujo ne vend pas. Mais pourquoi ça vend partout sauf en France? Ça veut dire que c'est un problème ciblé, donc ça veut dire que c'est un problème qui peut être réglé, donc ça veut dire que c'est un problème qui doit être remis en question. Et c'est là où justement on arrive dans ce cercle vicieux où je me rends compte qu'en fait cette absence de marketing pour les shoujo est la raison pour laquelle le shoujo ne vend absolument pas. C'est l'une des raisons, parce qu'en fait il y a plusieurs raisons. Deuxième raison, encore une fois, en fait moi je regarde ce qui se passe en Allemagne, en Espagne, et je me rends compte qu'en fait, surtout notamment en Allemagne, le marché du shoujo il est effervescent. En fait, ils ont absolument tous les shoujo qui existent au Japon, ils les ont à chaque fois quasiment instantanément. Alors que nous, encore une fois, on est en 2022, je vous rappelle, enfin même un peu 2021. Tout ce qui sort en France, déjà c'est un shoujo par an qui sort en France par maison d'édition, si t'as de la chance, parce que énormément de maisons d'édition, et encore jusqu'à aujourd'hui, se sentent exemptées, pensent qu'elles ont le droit de mettre de côté le shoujo, parce qu'on s'en fout, parce que plaire au lectorat féminin, c'est une option. Parce que selon ces maisons d'édition, ça rentre pas dans leur DA. Mais en fait, et donc, encore une fois, quand je fais cette comparaison avec le marché, on va dire, international et la France, moi, ce que je me rends compte, c'est qu'en France, il n'y a pas de diversité du shoujo. Et c'est littéralement la raison pour laquelle il y a cette espèce de stigmatisation, de réduction autour de l'image du shoujo, en fait. Pourquoi t'aurais envie d'aller lire du shoujo si tu sais que toi, t'es pas forcément fan de romance lycéenne, alors que toutes les maisons d'édition du pays te font croire que le shoujo c'est exclusivement de la romance school life. C'est au point où les cibles éditoriales, donc shoujo, seinen, shonen, les maisons d'édition faisaient des shifts de cibles éditoriales, c'est-à-dire que un truc au Japon qui était un shonen romance, donc c'est-à-dire qui est une romance mais qui pourrait clairement plus plaire à un lectorat masculin de par ses patterns, c'est-à-dire je sais pas, genre le protagoniste c'est un homme, littéralement parce que c'est un harem. You know. Et bah du coup les maisons d'édition, elles, ce qu'elles vont faire, c'est que vu que c'est une romance scolaire, elles vont te le foutre en shoujo. Et les shoujo où il n'y a pas de romance dans le plot principal, ni dans le plot secondaire, enfin bref, quelque chose de très très reculé, elles vont te le foutre en seinen. Et c'est comme ça qu'on arrive à, si vous voulez, cette stigmatisation en fait du shoujo où tout ce qui est une romance scolaire, que ce soit un truc pour homme ou un truc pour femme, en fait ça va être foutu dans le shoujo. Et tout ce qui est extérieur à de la romance, et encore plus de la romance scolaire, ça va dans les seinen, ça va dans les shonen, parce que pourquoi? Parce qu'en fait, si vous voulez, ce qui est semblable à de l'aventure, à du développement personnel à travers, un périple, tout ça c'est trop intelligent pour les femmes. Non, ça c'est pour les hommes. Mais les femmes, non, elles vont lire de la romance. Donc voilà deux facteurs principaux qui ont causé, si vous voulez, à la mise de côté du shoujo. C'est-à-dire que, évidemment, le lectorat, et surtout le lectorat masculin, a tourné le dos au shoujo parce que, où est-ce qu'ils y trouvent leur compte, si vous voulez. Mais ça, on s'en fout. Honnêtement, moi, je m'en fous du lectorat masculin parce qu'en vérité, c'est pas la cible du shoujo, on va pas se mentir. Le problème, c'est quand justement le lectorat féminin a tourné le dos au shoujo. Et le lectorat féminin, il a tourné le dos au shoujo quand littéralement on n'a pas eu cette diversité et quand il y a eu l'arrêt, si ce n'est en fait jamais l'existence de réelle mise en valeur marketing du shoujo, donc notamment à travers cet achat de plus-value. Mais évidemment, en facteur, je pense, qui est principal par rapport au fait que le shoujo ne se vend pas, c'est qu'il y a 50% du lectorat manga qui ne veut pas lire du shoujo. Quasiment. Je suis pas l'INSEE, mais je veux dire la majorité des hommes ne veulent pas lire du shoujo. Pas aucun homme ne veut lire du shoujo, mais
beaucoup d'hommes ne veulent pas lire du shoujo. J'ai envie de dire un peu fair enough. Enfin, moi personnellement, j'ai pas envie de me forcer à lire de la romance shonen par exemple. Donc moi je m'en fous en fait qu'ils en lisent pas. Moi par contre, ce qui m'agace, c'est que, si vous voulez, il y a des shoujo, justement, c'est pas que de la romance, etc. Et pour autant, en fait, les hommes n'en liront pas. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'une protagoniste féminine. Et encore une fois, c'est une généralité. Mais la majorité des hommes... Enfin, en fait, moi, je demande aux garçons qui regardent cette vidéo, là, par exemple, s'il y en a, combien de mangas vous avez lu avec une protagoniste féminine si on enlève, genre, les Carnets de l'apothicaire, peut-être Frieren, bref, les seinen, quoi. C'est extrêmement rare. Alors que quand on fait la comparaison avec les femmes qui lisent du shonen, où littéralement 99% du temps c'est un protagoniste masculin, les femmes n'ont absolument aucun problème à lire du shonen, à consommer du shonen, à acheter du shonen avec un protagoniste masculin. Tout ça, c'est la conséquence de ce qu'on appelle la misogynie. D'accord? La misogynie intériorisée ou extériorisée, appelez ça comme vous voulez. Mais en vérité, les hommes, naturellement, ne se tourneront jamais vers des œuvres qui sont female gaze. Je déteste cette expression de merde, mais oui, ce que je veux dire, c'est-à-dire dans le sens où c'est écrit par des femmes et pour des femmes. Après, encore une fois, ça pourrait être une autre vidéo. Genre, moi, j'ai envie de dire fair enough. Enfin, moi, je vois pas trop le problème en vérité que des hommes se tournent pas vers des œuvres écrites par des femmes pour des femmes. Parce que, étant donné qu'on vit dans une société où nous sommes tous socialement genrés, hommes, femmes, on a deux éducations complètement différentes, deux perceptions des choses complètement différentes. Et genre, moi, ça me choque pas que des hommes, bon, bah, ils s'y reconnaissent pas dans des shoujo, par exemple. En fait, si vous voulez, ce qui est frustrant, c'est qu'on reproche aux fans de shoujo le fait que ça se vende pas, alors qu'en fait, ce n'est pas notre faute. Si vous voulez, nous vivons dans une société patriarcale, ce qui pousse, en général, plus les hommes à ne pas se tourner vers ce qui est dédié aux femmes. Alors qu'à l'inverse, les femmes, nous sommes éduquées de façon à être immergées dans ce qui est tourné vers les hommes. Genre en fait, la norme, c'est ce qui est masculin. Donc si vous voulez, pourquoi c'est à nous, les femmes, le lectorat féminin, de devoir payer pour les conséquences de cette société pour lesquelles on n'a absolument aucun contrôle? Tout ça pour dire que effectivement, le shoujo, il vend moins bien que le shonen. Mais c'est parce qu'il y a trois grands facteurs qui expliquent cela. Il y a ce facteur où on ne peut rien changer, c'est-à-dire les hommes. Parce qu'en fait, il faut être réaliste, l'éducation nationale ne va pas incorporer dans son programme des cours pour sensibiliser les hommes à lire du shoujo. Enfin, en fait, c'est pas quelque chose qu'on peut changer malheureusement. On aura les hommes qui liront majoritairement du shoujo quand il y aura la fin du patriarcat, c'est-à-dire quasiment impossible. D'accord? Par contre, le facteur marketing et le facteur de diversité, on peut totalement le changer. Et c'est comme ça qu'est né Libéré Shoujo. Ainsi, reprenons le fil de mon histoire. On est du coup, je sais pas, en juillet 2022, Yona, à l'époque en France, en 2022, c'était pas aussi connu que maintenant. Crazy, I know. En fait, Yona, c'était un shoujo qui était connu par, on va dire, les fans vétérans de shoujo. Mais les fans vétérans de shoujo, bah, ils étaient chacun dans leur coin. Il n'y avait pas de communauté shoujo à ce moment-là. Et donc, bref, arrive ce jour où, je sais pas, genre Pika annonce un énième collector pour Blue Lock ou Blue Period, un truc comme ça, enfin bref, un shonen, qui vient de sortir en France, alors que Yona, ça fait 10 ans qu'il est là, etc. Et il n'y a toujours pas eu de collector. Et du coup, c'est là où je sors mon trade, où je compare, bah, du coup, justement, le marché espagnol, par exemple, au marché français. Comment ça se fait que nous, la France, pays le plus vendeur du manga, on n'a pas le même budget que par exemple l'Espagne qui eux ont énormément de, je sais pas, de petits carnets Yona, de petits acryliques, de petits porte-clés, enfin comment ça se fait en fait? Et en fait ce trade, il fait grave des stats. Très étonnamment, moi je pensais que ça allait flop. Et en fait je sais pas, genre il y a une sorte de réveil, parce qu'en fait moi j'avais un peu des mutus à ce moment-là, bah fans de shoujo, mais encore une fois la commu shoujo n'existe pas. Mais j'avais un groupe qui était fan de shoujo et tout, et je suis en mode oh! C'est sûr que Pika, à ce moment-là, Pika est encore sur Twitter, c'est sûr que Pika, ils vont répondre. Et du coup, je me réveille le matin, Pika a répondu à mon trade. Bah, c'est là où ils répondent cette réponse qui a fait une bombe. Parce qu'en fait, ils ont dit, bah en fait, Yona, ça se vend pas. Donc c'est pour ça, c'est pas prévu, et il y aura sûrement jamais de collector. D'ailleurs, parce que ce n'est pas prévu, on n'a jamais pensé à ça. Et là, en fait, je sais pas, ça m'a trop vénère. Ça m'a trop vénère, et ça a trop vénère mes mutus aussi, qui étaient, bah en fait... Si vous voulez, Yona c'est vraiment un manga, même si beaucoup de gens peut-être n'ont pas lu, en fait c'est un manga qui est respecté. C'est con hein, mais je pense pas que le trade aurait fonctionné si la demande c'était pas sur Yona mais c'était sur un School Life de con, vous voyez. Vu que c'est vu comme un shoujo, fantasy, épopée, aventure, bah en fait il y a plus de respect envers le manga. Et ça encore une fois c'est quelque chose à remettre en question, mais aussi à acknowledge. Hein. Et donc bref, c'est comme ça que se crée à ce moment-là le hashtag collector pour Yona. Et là il y a toutes les personnes qui sont fans de shoujo, dans leur coin, hein. On se connaissait pas, on n'était pas mutus. D'un coup, tout le monde en mode, mais attendez, mais ça se fait pas et tout, genre respecter le shoujo, c'est un genre à part entière, machin. Parce qu'en fait mes arguments de mon trade aussi avaient un peu cloque. Tout le monde en mode ouais c'est vrai qu'en vrai en Espagne ils en ont, pourquoi en France on en a pas? Du coup je me rends compte qu'il y a une sorte d'élan révolutionnaire qui se crée sur les réseaux et je me dis we can't let this shit go. Et moi du coup paradoxalement je suis
tiktokeuse. Donc je me dis, bah j'ai quand même pas mal d'abonnés. Ce serait cool si j'en parlais et je ramènerais le mouvement sur les réseaux. Comme ça, bah ça va encore plus ramener du monde et donner de la visibilité au mouvement qui pour l'instant s'appelle #collector pour Yona. En fait le truc c'est que la demande c'était pas un collector juste pour Yona. La demande en fait elle était beaucoup plus globale. C'était pour apporter une plus-value à tous les shoujo qui existent et notamment diversifier le catalogue par exemple de shoujo genre globalement. Et du coup c'est là où vient le nom #libérer les shoujo. Crazy. Et du coup je fais ma vidéo et c'est comme ça que je parle du coup du #libérer les shoujo, de ce qui s'est passé sur Twitter et comment c'est injuste en fait à quel point le shoujo est méprisé pour les différentes raisons que j'ai expliquées tout à l'heure. Bah en l'occurrence le TikTok grâce notamment, je me rappelle à l'époque, une grande librairie avait en fait fait un duo avec la vidéo et c'est comme ça que ça a apporté grave des TikTokers à parler de libérer le shoujo. Et en fait à cette époque là c'était encore un peu le prime du TikTok manga et du coup il y avait plein de TikTokers, tout le monde qui avait parlé du #libérer les shoujo, des gens que je connaissais même pas, qui me connaissaient pas et tout, mais juste en mode ouais j'ai entendu parler de ça, ouais faut donner de la fort au shoujo et tout. Bref c'était l'époque où les shoujo étaient encore aimés avant qu'on soit vus comme des hystériques et des extrémistes. Et c'est comme ça si vous voulez que c'est créé libérer le shoujo. En fait après ça s'est pas vraiment arrêté, on est en 2026 genre libérer le shoujo, bon y a pas des tweets maintenant tous les jours sur libérer le shoujo. Mais en fait c'est toujours in the people's mind. Et à chaque fois qu'il va se passer une sorte d'injustice, on va en revenir à libérer le shoujo. Mais en fait si vous voulez libérer le shoujo genre c'est un moment marquant parce que vraiment ça a créé si vous voulez la réunion des shoujo girls from everywhere. Et surtout ça a aussi attiré des gens à lire du shoujo. Moi je sais que voilà bah notamment des abonnés m'en ont parlé. Elles s'en battaient les couilles du manga et puis juste elles ont vu mes vidéos où je parlais de romance, elles se rendaient compte c'est quoi un shoujo, c'est quoi un manga. Et genre direct en fait elles ont commencé à être fans de manga via le shoujo. Ce que je trouve ça dingue parce que genre normalement tu commences le manga avec des shonen, genre les One Piece, les Naruto, les Hunter x Hunter. Et après bah tu découvres peut-être qu'il y a des shoujo, mais en général la grande porte c'est le shonen. Et en fait, il y a des gens, leur porte d'entrée dans le manga, c'est le shoujo. Ils ont peut-être jamais vu un shonen. Bon, j'abuse. Mais vous voyez ce que je veux dire? Bref. Et du coup, c'est comme ça que juillet 2026 instaure libérer les shoujo. Et c'est comme ça qu'on va dire, les maisons d'édition se sont dit, ok, maintenant, il va falloir qu'on se réveille. C'est comme ça que très rapidement, c'était très drôle à voir. Les maisons d'édition qui avaient jamais parlé de leur shoujo commençaient à reparler de leur catalogue shoujo. Mais genre vraiment, 5 jours après libérer le shoujo. Ouais, sinon, regardez, on a sorti ça. Et puis, petit à petit, des petits goodies qui sortent. Genre vous avez vu ce que Glénat a fait pour les noces des Lucioles, les premiers Cinderella, ça a mis des affiches dans les bouches de métro. Il y a beaucoup plus d'efforts qui sont mis dans le sens où maintenant quand tu vas à la caisse, parfois quand tu vas acheter ton shoujo, t'auras un petit suncatcher, t'auras une jaquette alternative. Ça c'est je pense c'est l'une des meilleures victoires de Libérer Shoujo. Mais pour moi la meilleure victoire de Libérer Shoujo c'est vraiment cette communauté que ça a créée. Parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, maintenant pour moi le shoujo ce n'est plus une honte, c'est quelque chose genre bah notamment par exemple sur TikTok il y a des looks shoujo girl, des get ready shoujo girl qui existent, des recommandations shoujo. En fait si vous voulez le shoujo grâce au bouche à oreille, grâce à la passion d'autrui continue de grandir. Je pense sincèrement que le shoujo c'est Pika qui l'avait dit notamment. C'est pas voilà une cible éditoriale, un lectorat qui va faire des millions de ventes comme bah, le shonen, parce qu'en fait les shonen ils ont le droit à un budget niveau animé complètement dingue et c'est notamment les animés qui ramènent des ventes, d'accord? Nous les shoujo girls on n'a pas un Demon Slayer, on n'a pas un One Piece, on n'a pas un Naruto, on n'a pas un Jujutsu Kaisen, donc faut faire avec les moyens qu'on a. Mais par contre la force du lectorat shoujo en comparaison notamment avec les fans de seinen, c'est cette fidélité aux ventes. C'est-à-dire que au début bon bah les premiers tomes ça fait tout le temps des big ventes, mais en fait les shoujo en général, il n'y a pas une grande dégringolade. En fait, les fans de shoujo vont continuer d'acheter des shoujo jusqu'au dernier tome. Alors que bah, quand tu achètes un seinen, en général, tu achètes les 3 premiers tomes et après, bah, ça s'écroule. Pourquoi? Parce que le lectorat shoujo, c'est une communauté, littéralement. Et c'est une communauté qui est extrêmement fidèle envers ses œuvres. Parce qu'en fait, c'est vraiment une passion qui est à part. En fait, en général, tu connais pas des shonen boys. En vrai, moi, je vanne les shonen boys, mais ça n'existe pas. Tout ce blabla pour nous amener du coup à la fin de cette vidéo, c'est-à-dire où nous en sommes. On a le droit à une grande et une vaste Non, j'abuse. On a le droit à des shoujo un peu plus divers qu'avant. Maintenant, grande et vaste, faut peut-être se calmer. C'est-à-dire, voilà, qui abordent des sujets un peu plus touchy. Et on a surtout, du coup, le droit à plus d'action marketing en faveur du shoujo. Et des trucs sympas, genre Vega, ils avaient pensé à un manga qui parle de Yakuza et de bain, je crois, et bah, de faire une bombe de bain, un truc comme ça. Enfin bref, il y a aussi de l'originalité et de la créativité dans la mise en avant du shoujo. Cela dit, on n'est pas non plus... En fait, pour moi, le prime, ce serait d'être les Allemands. Est-ce qu'on est les Allemands? Non. Yona vient de sortir un nouveau tome. Est-ce qu'on a eu le droit à un collector? Non. Alors que Yona se termine dans, quoi, 3 tomes en France, 4 tomes. On a eu que 2 collectors. Et le collector en question, c'est la même chose, c'est-à-dire 2 artbooks qui font la même taille. La seule chose qui différencie, c'est les images dedans et la couleur de la couverture.
Mais voilà, enfin je veux dire par exemple Yona, bah en fait comment ça se fait que le fanbook n'est toujours pas traduit, n'est toujours pas édité en France? Deuxième pays consommateur du manga, il existe en Italie, il existe en Espagne. What are we doing? Genre, what are we doing en fait? Un manga comme Ton visage au clair de lune, qui est je pense aussi un manga qui s'est installé maintenant dans le catalogue français, c'est qu'au bout du 9e tome qu'on a le droit à un collector, et le collector c'est une jaquette alternative et une poche de stickers. This isn't enough. Et en fait, comment on peut parler de par exemple Tamon? Tamon, le tome 12 est sorti aujourd'hui, d'accord? Je suis partie chercher tout à l'heure. Tome 12, on est sur un manga d'idol. Le concept, c'est genre les idoles qui reprennent un peu les codes des mecs de K-pop. Comment ça se fait qu'on n'a pas des photocards? Comment ça se fait qu'on n'a pas des posters? What are we doing? Comment tu rates le train comme ça en fait? Pour largement moins ce que fait Tamon, un shonen aurait eu un collector. Donc tout ça pour dire que oui, il y a eu de l'évolution par rapport au shoujo, que ce soit du coup niveau plus-value, mais aussi juste niveau réédition. Enfin là, il va y avoir Basara qui va être réédité, je sais pas si on se rend compte. C'est pour dire à quel point le lectorat shoujo a été présent ces dernières années. C'est que maintenant, les maisons d'édition, la nouvelle mode, c'est de rééditer tous les anciens shoujo iconiques. Donc les Basara, les Host Club, l'Arcane de l'Aube. Enfin, il y a tout qui revient dans le catalogue. Pourquoi? Parce qu'ils savent que les shoujo girls, elles sont là. Et il y a eu une sorte de revival de la communauté shoujo qui était là du coup principalement dans les années 2000 où c'était vraiment le prime on va dire du shoujo en France. Maintenant on est dans le nouveau prime du shoujo. Alors je pense pas que c'est aussi... peut-être que si en fait. C'est peut-être plus présent que l'époque je pense en vrai parce qu'il y avait moins de gens qui lisaient de manga à l'époque. Donc en vrai si peut-être qu'on est dans un nouveau truc et vous voyez genre c'est la preuve que finalement shoujo ça fonctionne. Mais ce n'est certainement pas assez. Ce n'est certainement pas la conclusion de libérer le shoujo parce que encore une fois genre les efforts fournis en vérité, ils sont assez minoritaires. C'est genre de 5 maisons d'édition en France. Alors que je sais pas, il y a une trentaine de maisons d'édition de manga en France. Faut voir les maisons d'édition qui sortent au moins un shoujo par an. C'est genre vraiment une dizaine. Alors qu'il y a plus de 30 maisons d'édition dans ce foutu pays. Alors qu'ils sortent plus de 2 shoujo par an, l'effectif c'est encore plus réduit. Et qui en sortent plus de 5. Alors là, on est à 3. On est à 3 éditeurs. Vous trouvez ça assez? Alors que les seinen qui se vantent littéralement équitablement par rapport aux shoujo, eux ils ont le droit à des nouvelles éditions de trucs inconnus au bataillon, personne les connaît, personne n'a demandé, personne n'est à l'affût sur ça, personne les achète. Pourtant eux ils ont le droit à beaucoup plus d'éditions de seinen et de diversité dans le catalogue et même d'avoir des petits goodies par rapport aux shoujo. Donc non en fait, les shoujo ne sont pas libérés, on va dire on est sur la voie, on est sur une évolution. Tu compares à littéralement l'enfer, c'est-à-dire 2020-2021 et enfin en fait de 2010 jusqu'à 2022. Oui, on est mieux lotis, mais en fait, c'est toujours pas assez. Je suis désolée. Moi, je trouve que c'est un scandale que Tamon n'ait toujours rien, en fait. Genre, comment t'as foutu rien pour Tamon, genre? Du coup, ça nous emmène à la conclusion que libérer les shoujo, c'est pas un combat ponctuel, mais c'est un combat qui va devoir rester et qui me dépassera peut-être. Alors, d'ici là, moi, je serai peut-être même plus fan de shoujo quand, j'espère, libérer les shoujo existera toujours. Parce qu'en fait, finalement, libérer les shoujo, c'est pas juste un combat de Gionatsuno à écrire un trade pour foutre dans la sauce Pika. En fait, non, c'est l'idée derrière. C'est-à-dire cette idée de cohésion entre les fans de shoujo et cette idée de respecter les mangas écrits par des femmes pour des femmes, par la pitié du ciel. Voilà, ainsi s'achève cette vidéo. J'ai parlé beaucoup. J'espère que c'était assez clair. J'essaie d'avoir un sorte de fil conducteur. C'est ma première vidéo que je filme. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo qui, on va dire, résume l'encyclopédie qui était libérer les shoujo. Et encore une fois, en conclusion, n'arrêtons pas de libérer les shoujo. Lisons du shoujo. Et messieurs, oui, lisez du shoujo. Après, si vous en lisez pas, moi je m'en fous. Mais moi ça m'arrangerait en vrai que vous en lisiez. Comme ça, on aura plus de collectors. Donc faites partie des ventes, s'il vous plaît. Voilà, merci.